Coucou, nous sommes mardi 30 avril et j'introduis ce vlog. Hier c'était la journée vacances, je n'ai pas filmé, je n'ai pas monté, je n'ai rien fait d'autre que lire, enfin principalement, pas que, mais quand même principalement, ce qui fait que j'ai quand même terminé un livre hier et un autre avant-hier que je dois vous présenter, donc c'est parti, on y va. Je vous avais dit dans le dernier daily vlog que j'avais reçu cette petite pépite, le tome 3 de Palace de Marine Carteron, et je l'ai terminé et je suis si triste de quitter cet univers, c'était trop bien. Donc là, dans le troisième tome, on est sur 20 ans avant la chute de Troie jusqu'à la chute de Troie, voire après la chute de Troie. Et que vous dire sans vous spoiler, je pense que je vais reparler de la trilogie prochainement dans une vidéo. Je vais trouver, je sais pas comment, quand, mais je vais en reparler. Pallas, c'est de la réécriture mythologique, c'est l'histoire de Pallas et Athéna. Pallas qui est donc un peu, on pourrait dire, la sœur de lait d'Athéna, puisqu'elles ont été élevées ensemble, elles ne sont pas du tout de la même famille, mais elles ont été élevées ensemble en sachant que Pallas est une fille de nymphe, Athéna est la fille de Zeus. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Pallas va assister à quelque chose et qu'elle va être punie par Zeus et transformée en statue de bois et enfermée à Troie, voilà, où Athéna ne peut absolument pas l'atteindre, et donc on va suivre tous les stratagèmes mis en place par Athéna pour récupérer Pallas, et puis ce que ça va impliquer, vous imaginez bien, c'était hyper intelligent. Le troisième tome est dans la lignée des deux précédents, donc j'ai pas forcément grand chose à ajouter sur ça. Je pourrais vous parler de l'histoire, mais ça risquerait de spoiler. Mais qu'est-ce que c'est intelligent? En fait, Marine Carteron reprend les mythes connus et les réécrit avec un point de vue légèrement différent, légèrement plus moderne, beaucoup plus féministe pour sûr, et où elle n'hésite pas à montrer les hommes, et quand je dis les hommes, c'est les mâles, hein, les dieux aussi, pour ce qu'ils sont. Et c'est assez incroyable. C'est un livre qui est sourcé à la fin. Vous avez toute une annexe qui reprend chapitre par chapitre chacun des événements évoqués, où Marine Carteron vous explique ce qu'elle a pris, où elle l'a pris, quelle est sa source et comment ça a été modifié. Donc c'est un vrai travail de fond, il y a un vrai travail de recherche. Il y a vraiment un travail littéraire de recherche derrière qui était incroyable, impressionnant. J'adore l'écriture de l'autrice. Je trouve qu'elle manie très bien la poésie, la beauté, les métaphores, avec en totale dichotomie, pour moi ça fonctionne très bien, le vulgaire, le prosaïque, le registre familier des personnages. Je sais que ça déplaît à certaines personnes, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Ça rend le recueil dans l'ensemble beaucoup plus accessible et beaucoup plus plaisant pour le public cible, qui est un public adolescent, je le rappelle. J'ai adoré certains personnages, j'ai adoré Œnone, qui est la première femme de Paris / Alexandre. J'ai adoré ses répliques. Marine Carteron n'hésite pas à faire de ces personnages féminins des femmes qui répondent, qui ne se laissent pas faire et qui aussi s'entraident. Il y a pas mal de sororité, je trouve ça très bien fait. J'ai beaucoup aimé sa représentation des dieux et des déesses qui ne sont pas sympathiques, qui ne s'intéressent qu'à une seule chose, c'est leur dessin personnel, et qui sont prêts à écraser tout pour ça. J'aime beaucoup le rapport qu'il y a avec les humains, que je trouve très réussi, très réaliste. Enfin très réaliste, on s'entend dans réalisme, mais en tout cas plus réaliste que ce qu'on peut en voir. Bref, tout pour moi dans ce livre est incroyable. J'aime tout, j'aime le fond, j'aime la forme, j'aime les thématiques abordées, les sujets abordés, la manière dont c'est fait, j'aime l'histoire, enfin bref, c'était incroyable, c'était génial. Et ce troisième tome était d'autant meilleur, j'ai envie de vous dire, oui et non, c'était pas meilleur, c'était tout aussi bon, mais c'était plus appréciable dans la mesure où on rentre dans une période un petit peu plus connue de la mythologie, c'est-à-dire à proprement parler l'Iliade. Là on est vraiment dans l'Iliade, et donc on rencontre des personnages qu'on connaît très bien, on rencontre des histoires qu'on connaît très bien pour les avoir vues et revues et re-revues. Je trouve que le génie de ce troisième tome, c'est de ne pas s'arrêter sur ceux dont on entend le plus parler. Je pense à Achille par exemple. Achille est là, il fait ce qu'il a à faire, mais il est assez anecdotique dans cette histoire, et c'est ça que j'aime, c'est qu'on suit principalement, majoritairement toujours, les personnages féminins, donc qu'on ne suit pas en temps normal, et leurs objectifs et leurs buts, et comment elles doivent dealer avec tout ça, et c'était incroyable, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé la représentation d'Achille, que je trouve très réussie, ainsi que celle des autres protagonistes masculins. J'ai beaucoup aimé qu'elle mette en avant des héros dont on parle finalement très peu, comme Ajax par exemple, qui est un personnage qu'elle a pour moi très bien réussi. Ménélas aussi, je trouve qu'il y a c'est un peu comme lire l'Iliade en négatif, ça veut dire que vous avez tous les points de vue qui sont un peu snobés à l'origine, qui ici sont mis en valeur, et on a des intentions du coup et des points de vue différents, et ça rend la chose beaucoup plus intéressante que suivre toujours les mêmes points de vue, toujours, voilà, c'est vraiment très chouette.
j'étais à fond. J'ai essayé de le faire durer, j'ai essayé de traîner, j'ai essayé de faire des pauses pour pas le lire trop vite, mais le fait est que ça se lit si bien que je l'ai lu en une journée. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, que voulez-vous. Je les garde précieusement, je les relirai sans aucun doute. J'ai très envie d'ores et déjà de relire le tome 1 parce que ça remonte à un certain temps, c'était l'été dernier, et je ne me rappelle plus très bien, et j'ai très envie de le relire. Je vous recommande, si vous cherchez de la réécriture mythologique, qui soit young adult, mais très 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 intéressante pour des adultes, parce que sourcée, parce que travaillée, parce que bien écrit, parce que qui ne prend pas les ados pour des idiots, qui est smut free, comme dirait Kim, on n'a pas de smut, très 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 peu, c'est très anecdotique, où on a de réelles intentions, un réel travail sur ça, sur les intentions des personnages, vraiment foncé. C'est de la très 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 bonne réécriture mythologique, de l'excellente réécriture mythologique, une de mes préférées, je pense, très honnêtement, et je ne peux que vous recommander de le tenter, et comme ça vous pourrez vous faire un avis. Donc voilà, j'ai terminé la trilogie, je suis un petit peu orpheline, je pense qu'on peut dire, je suis un peu triste, mais je vais me pencher sur les autres écrits de l'autrice. D'ailleurs, tout à l'heure, en allant en librairie, j'ai vu un espèce de thriller ado qui a l'air génial, qui s'appelle 10, et que je pense que je lirai dès que je le pourrai. Je regarderai s'il est à ma médiathèque d'ailleurs. Et je sais qu'il y a les autos d'affaires aussi que j'aimerais bien lire. Bref, du coup, hier, j'ai attaqué une autre lecture que je devais absolument terminer là bientôt. Voilà, super. Que je devais absolument terminer là bientôt, et c'est The Housemaid de Frida McFadden, qui est donc un thriller. Je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir vous en dire, parce que c'est un thriller, il ne faut pas trop en parler pour garder l'intégralité du mystère, mais le résumé est très simple. On suit une jeune femme qui a fait de la prison et qui doit se trouver absolument un boulot. Elle est engagée dans une espèce de famille de riches de New York, là à côté de New York, je ne sais plus comment ça s'appelle, et elle va se retrouver dans une maison qui est particulière, avec des histoires particulières, et surtout la mère de famille qui est très spéciale. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Très honnêtement, je l'ai lu en anglais, hein. C'est hyper addictif, ça se lit super bien. Quand on est dedans, on a du mal à s'arrêter, d'autant que les chapitres sont très courts, donc ils s'enchaînent très vite, très bien. À chaque fin de chapitre quasiment, il y a un petit teaser, un petit truc qui fait que vous voulez continuer. Pour ça, il n'y a aucun problème. En ce sens, c'était très réussi. En revanche, très honnêtement, rien dans ce livre ne m'a surprise. J'ai tout vu venir, tout. Je réfléchis si... Non, il y a un truc que j'ai pas vu venir, mais c'était tellement tiré par les cheveux à la fin que je vois pas comment j'aurais pu le voir venir, très honnêtement. Tout le reste était très attendu, toutes les révélations, tous les plot twists. Enfin bref, il y avait pour moi aucune surprise. Ceci étant dit, c'était une chouette lecture, je me suis laissée porter, c'était agréable. C'est sûr que c'est mieux quand on a la surprise, c'est mieux quand on a le cerveau qui est retourné par des plot twists un peu attendus mais pas trop. C'est-à-dire quand ça sort de nulle part, ça fonctionne moyen, moi je trouve. Et là, c'était pas le cas, mais ça reste une lecture qui était agréable, qui était addictive, qui a fait le boulot, qui m'a happée et que j'ai pas pu quitter avant de l'avoir terminée. Donc en ça, c'était réussi. Donc c'est une lecture qui était sympa. C'est clairement pas la lecture de l'année, mais ça a fait le job, ça a fait ce que j'en attendais en très grande partie. Donc voilà, je lirai sans aucun doute le tome 2 en VO sûrement aussi, puisque je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'aimerais bien faire une vidéo où je lis les Goodreads Awards, et le tome 2 fait partie des Goodreads Awards de 2023, donc je lirai la suite en VO et on en reparlera. Mais voilà, si vous cherchez un thriller sympathique, il y a quand même des trigger warnings, je vous remettrai peut-être ça en barre d'infos, mais sympathique, qui fait le job, qui est addictif, qui est plutôt bien écrit, qui est intéressant par certains aspects, certaines thématiques abordées, ça peut faire le job. Voilà, c'est très plaisant, c'est sympathique. Non, sympathique, c'est pas le mot, c'est plaisant, voilà, ça se lit très très bien. Voilà, ça c'est les deux lectures terminées. Du coup, j'ai attaqué Imago d'Octavia Butler, que je lis avec Emeline, 3e tome de la saga Xenogenesis, qui démarre sur les chapeaux de roue, bien évidemment, que j'aime toujours autant. Ça fait bizarre hein, de passer de ce genre de littérature à ce genre de littérature, parce que vraiment, on est sur quand même deux choses radicalement différentes. Là, on est quand même dans de la SF qui est, comment vous dire, un peu perchée, pas évidente, très intellectualisé je trouve, mais dans le bon sens de ce terme-là, pas dans le sens qui se veut meilleur que ça n'est. Vraiment, il y a quelque chose d'hyper riche en thématiques, en sous-texte, que j'adore, mais qui fait qu'il faut se mettre dedans. Mais ceci étant dit, un ou deux chapitres, et j'étais repartie dans l'histoire, et j'étais retournée avec mes personnages, voilà, et je suis ravie. Et j'ai très hâte, donc je pense que je vais clairement le finir rapidement, et je vous en reparlerai rapidement. Puisque demain j'attaque la lecture du tome 1 de Pierre d'Angle avec Priscilla de la chaîne
Puzzle and Soul, si je dis pas de bêtises, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Le Discord Partner in Books que je vous remets en barre d'infos comme toujours. Je pense qu'on est déjà pas trop mal pour cette introduction de vlog. Voilà. Si, rapidement je vous dis, mais je vous en parlerai plus tard, j'ai attaqué en numérique Pax Elfica de Pierre Grimbert, je crois, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Nemos en format numérique et qui est vraiment très surprenant et très chouette. J'aime beaucoup ce que je lis, mais je vous en reparle plus tard parce que là j'ai pas trop le temps, je suis un peu pressée, vous savez le mardi c'est un petit peu la course et voilà. Donc je vous laisse pour ce petit plan d'introduction. On se dit peut-être à demain, pas sûr, mais sinon à jeudi, voilà. Coucou, nous sommes vendredi 3 mai et je n'ai pas filmé mercredi ni jeudi parce que mercredi j'étais beaucoup trop occupée et hier j'étais beaucoup trop fatiguée. Donc écoutez, c'est comme ça. Je vous fais un petit point lecture un peu rapide parce que j'ai 2-3 choses que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous montrer. Et je vous laisse, voilà, parce que la vie, je suis fatiguée, très honnêtement, je suis assez fatiguée cette semaine. C'est comme ça. Bref, 2 choses que j'aimerais vous dire avant d'attaquer le point lecture à proprement parler. Déjà, premièrement, à partir de lundi, on commence la lecture commune de la Guilde des Ombres, le tome 1.1 d'Anatrice, le don de la mort, avec le book club Explora Livre. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, le Discord est en barre d'infos, le découpage, je vous le mettrai aussi dans l'onglet communauté si ça vous tente, mais vous pouvez retrouver tous les templates sur mon Instagram sans aucun souci et sur le Discord directement, donc n'hésitez pas. Si vous aviez envie de vous lancer et que vous appréhendiez un petit peu de le faire seul parce que c'est un pavé, rejoignez-nous, on se le lira ensemble et on en parlera, voilà. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, pour fêter, entre guillemets, c'est un grand mot, mais les 2000 abonnés, je propose une FAQ. Donc, j'ai fait un post dans l'onglet communauté où vous pouvez poser vos questions. Si jamais vous ne trouvez pas ce post, posez-les ici en commentaire. N'hésitez pas à mettre vos questions. Vous demandez ce que vous voulez. Après, si je trouve que c'est trop personnel, bah, je n'en parlerai pas. Puis c'est tout. Voilà, donc je ferai ma sélection. Je pense que plein de questions vont se recouper aussi, donc voilà. Mais posez toujours vos questions en commentaire. Je viendrai voir ici, j'irai voir dans l'onglet communauté, je me débrouillerai, je jonglerai entre les deux et on va s'en sortir, ça va aller. Je pense que je tournerai cette FAQ peut-être jeudi prochain. Donc jeudi 9. Jeudi 9, c'est ça. Je pense que je tournerai ça jeudi 9 pour vendredi. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc comme ça vous laisse un petit peu de temps si jamais vous avez des questions. Voilà. Je voulais donc vous parler de mes lectures. Alors, déjà, j'ai terminé le dernier volume de la saga Xenogenesis, donc Imago, 3e et dernier tome de cette trilogie d'Octavia Butler, qui est ici, voilà, qui était incroyable, qui était excellent. Donc, en fait, dans chaque volume de Xenogenesis, on suit un personnage différent, qui évidemment est lié aux autres à chaque fois, on part pas non plus très loin, mais on suit à chaque fois un personnage différent qui apporte quelque chose de très différent. Donc dans le premier volume, on suivait Lilith qui faisait partie des derniers rescapés de la Terre, qui ont été sauvés par une espèce de peuple extraterrestre qui les a mis en stase le temps que la Terre se régénère, et qui les réveille, qui réveille Lilith dans le premier volume pour lui expliquer ce qu'ils attendent des humains en échange de leur vie et de leur sauvetage. Et donc on se rend compte qu'on est sur un peuple qui fait du troc génétique, qui récupère chez plein d'espèces à travers l'univers et les galaxies du matériel génétique pour évoluer, et que c'est ce qu'ils espèrent faire avec les humains, tout simplement. Dans le deuxième volume, on suit un autre personnage qui est apparenté à Lilith, qui pose d'autres questions et qui permet un point de vue un petit peu différent sur cette humanité. Et ici, on suit encore un autre personnage qui est apparenté aux deux premiers, donc à Lilith et l'autre, et on a à nouveau un point de vue un petit peu différent. Donc je vous en dirai pas plus, mais c'est un livre qui, encore une fois, posait des questions incroyables. En fait, ce que je trouve génial avec Xenogenesis, c'est que c'est une saga qui est fascinante, qui est passionnante, qui est extrêmement inconfortable, dérangeante, et tout ça à la fois. Pour moi, on est sur une saga de génie, c'est génial. Ça n'est pas tout lisse, il y a plein de choses assez trigger, il y a quand même pas mal de triggers, mais c'est passionnant parce que l'autrice, dans un contexte très particulier, très bien pensé et génial, arrive à poser des questions sur l'humanité, que ça soit le rapport des humains avec les humains, le rapport des humains par rapport à une autre espèce, le rapport des humains à leur environnement direct, à la famille, à l'humanité et plein d'autres choses.
Et vraiment, Octavia Butler arrive ici à mettre en exergue la violence humaine qui semble presque inscrite dans les gènes des humains et ce besoin de détruire l'environnement, de se détruire soi, de détruire les autres. Ça pose vraiment des questions qui sont assez dures, qui sont assez directes, et donc au lecteur aussi, et c'est en ça aussi que c'est dérangeant, pas que, mais notamment, et c'est dérangeant aussi parce que finalement, l'autrice arrive à nous mettre dans une position très inconfortable, où il est extrêmement difficile de se positionner complètement, où il est très difficile de ne pas comprendre ces humains que l'on aborde parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont cruels, mais en même temps, on ne peut pas être d'accord avec eux, et il y a vraiment cette espèce de paradoxe, de fil très très fin, où on essaie de suivre les pas des personnages que l'on suit et de suivre leur raisonnement et de voir avec quoi on est d'accord ou pas et en quoi certaines situations sont justes ou injustes, et en même temps on se rend compte que rien n'est manichéen, que rien n'est totalement juste, totalement injuste. Ça pose des questions sur la colonisation, le libre arbitre, le métissage aussi, ici entre deux espèces, mais voilà, du coup le rejet, la xénophobie, le racisme, enfin ça pose énormément de questions, aussi autour de la misogynie beaucoup, ça pose plein de points d'interrogation et en même temps, il y a cette espèce d'espoir un petit peu lumineux à la fin de cette trilogie, presque surprenant, presque inespéré, j'ai envie de vous dire, et j'ai adoré, j'ai adoré. Je trouve que ça se lit tout seul, et pourtant c'est quand même assez complexe en termes de concept, hein. Je veux dire, on est sur des créatures extraterrestres qui sont pour moi très difficiles à imaginer, en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à les visualiser, et en même temps, c'est assez fluide, c'est assez naturel, et on comprend, on n'a pas forcément besoin d'avoir une représentation très précise pour saisir et comprendre. C'est très particulier, je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais si vous faites partie des personnes qui aiment les récits très engagés, qui aiment les récits avec un vrai travail, je pense sociologique, un vrai travail aussi anthropologique, je pense qu'on peut dire, avec des réelles questions posées, vraiment ça peut vous plaire parce que c'est hyper intelligent, c'est rude, c'est rugueux, voilà. Et je voudrais aussi ajouter que j'adore les personnages féminins d'Octavia Butler. Très honnêtement, elles se ressemblent toujours un petit peu, pour moi, d'un livre à l'autre. Je retrouve autant chez Lorraine dans La parabole du semeur que dans Lien de sang avec, comment elle s'appelle ? Que ici avec Lilith, les personnages féminins sont quand même très proches. C'est toujours un petit peu la même femme, quelque part, avec des petites différences, mais il y a quand même dans ces femmes une puissance extrêmement impressionnante. C'est pas des femmes qui sont meilleures que les autres, c'est pas des femmes qui sont parfaites, c'est des femmes en général qui ont souffert, qui sont assez froides, assez distantes, mais elles sont extrêmement puissantes et surtout extrêmement résilientes. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Octavia Butler. Ces personnages sont des femmes noires qui sont extrêmement puissantes et résilientes et qui, je pense aussi, découlent peut-être de l'expérience de vie d'Octavia Butler et d'autres femmes noires. Et c'est quelque chose que je trouve très bien fait et qui fait que j'ai vraiment un affect particulier pour ces femmes que je trouve admirables pour ces capacités qu'elles déploient à comprendre, à se battre, à lutter et en même temps aussi à évoluer, à accepter certaines choses et enfin voilà, c'est génial, j'adore, j'ai adoré, je suis très triste d'avoir fini, mais c'était incroyable, c'est hyper intelligent, c'est hyper dérangeant, je ne peux que vous recommander de découvrir Octavia Butler et notamment cette saga de SF. Après, sachez qu'Octavia Butler a vraiment écrit de tout. On a du post-apo avec, voire même un peu dystopique, je pense qu'on pourrait dire, avec La parabole du semeur. On a plutôt du fantastique avec Lien de sang. Novice, je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est plutôt du fantastique aussi. Je ne sais pas trop. Ici de la SF, mais toujours des questions sociologiques très importantes. Toujours un vrai fond à tous ces ouvrages. Et une plume qui fonctionne extrêmement bien, qui a cette espèce de froideur, qui a un côté un peu scientifique dans le sens où c'est de l'observation un peu froide, et en même temps elle parle hyper bien d'émotions, elle parle hyper bien de sentiments, de ressentis, de douleurs, bref, c'est génial, mais encore une fois, c'est plein de trigger warning. Si vous voulez les connaître, je vous les redirai, mais je pense que vous pouvez vous imaginer ce que ça peut être. Tout type de violence sexuelle notamment, je pense que c'est ce qu'il y a le plus dans cette saga, mais il y a aussi des gens qui meurent, des gens qui se battent et compagnie, donc voilà. Mais ça reste pas des plus violents, beaucoup moins que La parabole du semeur par exemple. Donc je remercie le Diable Vauvert pour cette réception, j'avais reçu en service de presse peu avant ou peu après sa sortie, j'avais attendu un peu Emeline pour le lire parce que j'étais déjà en retard au final et je suis vraiment contente de l'avoir reçu, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur Octavia Butler, je le redis.
Soit, donc ensuite, du coup, j'ai attaqué ceci, c'est les royaumes de Pierre d'Angle de Pascal Kivigé. Donc ça, c'était jeudi, c'était hier. Et j'en suis à un peu plus de la moitié. On est dans de la fantasy young adult, bien que le format poche fasse plutôt adulte, je trouve, par rapport au grand format qui est publié dans la collection épique du Rouergue. C'est aussi un service de presse que j'ai reçu de la part de Folio, donc je remercie Clara de me les avoir envoyés parce que j'avais très envie de découvrir cette saga et c'est vraiment très chouette, ça démarre très bien. J'aime beaucoup puisque on suit en gros Thibaut qui est le prince héritier du royaume de Pierre d'Angle qui n'aime pas beaucoup rester dans son royaume et qui voyage énormément. Donc il a un bateau, il a des marins avec lui et il voyage un peu partout, il ramène des choses. Enfin, c'est plus du voyage d'observation scientifique que du voyage marchand, quoi. Et en fait, un jour, sur le retour, il va se rendre compte, après une escale, qu'il y a une jeune femme qui est montée à bord et qui s'est cachée, et elle va être intégrée à l'équipage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions à tout ça, à part l'acheter par-dessus bord. Et beaucoup de choses vont découler à partir de là, beaucoup de choses vont se passer. En gros, on est sur de la fantaisie avec ce côté, pour le moment, beaucoup dans l'eau. Je ne sais pas si ça va durer très honnêtement, mais là où j'en suis, on arrive à Pierre d'Angle. Et évidemment, il y a des enjeux politiques puisque le roi est mort et que Thibaut est censé prendre la place du roi. Mais je vous laisserai découvrir. J'aime énormément l'écriture de l'autrice. Je trouve qu'elle arrive très très bien à créer une ambiance particulière et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment quand il y a un travail sur l'ambiance. Et là, il y a d'un côté cet aspect un peu léger des marins sur le bateau qui plaisantent. Il y a des situations un peu cocasses, des réflexions un peu cocasses qui donnent cette espèce d'impression de légèreté, mais qui n'est qu'une impression parce que le livre aborde des thématiques qui sont quand même assez riches autour de l'esclavagisme, du racisme notamment, d'autres choses par la suite je pense. Et il y a aussi cette espèce de contexte politique qui est en train de se mettre en place qui n'est pas des plus tendres, très honnêtement. Donc vraiment, il y a pour moi un très bon jeu sur ça, sur le ratio entre le côté léger, le côté un peu confortable de cette situation, de ces hommes entre eux qui s'entendent plus ou moins tous bien, où il y a quand même quelque chose d'assez positif qui s'en dégage, et tout le reste, en fait, tout le reste du monde. Je vais continuer ça avec grand plaisir parce que pour le moment, j'ai vraiment accroché. Je suis très curieuse de voir où on va aller et je vous en reparlerai, je pense, demain. Je ne sais pas si je l'aurai fini, mais je vous en reparlerai demain. Hier avec Pénélope, du coup, j'ai attaqué ça. Donc, c'est les aiguilles d'or de Michael McDowell. On a lu une 50aine de pages. Ça se lit très bien, hein, une 50aine de pages en peut-être une demi-heure. Mais on était fatigués, donc je pense qu'on va continuer ce soir tranquillement. Mais ce prologue était d'une qualité. C'était incroyable. J'ai adoré. Donc, dans le prologue, en gros, on est au 31 janvier 1881 et on a une espèce de succession de scènes avec plein de personnages différents. Ça se passe en même temps, mais plein de scènes différentes qui apparaissent comme des espèces de flashs lumineux, de moments de vie. Et quand on commence le chapitre 1, on s'attarde sur une des scènes qu'on a passées. Et je pense que ça va un peu fonctionner comme ça. Et c'est hyper bien écrit. C'est une ambiance extrêmement glauque puisque ce chapitre 1, on suit une femme qui avorte d'autres femmes et dont l'une va mourir et c'est franchement un peu glauque, un peu dérangeant, mais ça fonctionne très bien. C'est Michael McDowell. Moi, j'accroche avec son écriture. Je peux concevoir que ce ne soit pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime énormément sa manière d'écrire. Je trouve qu'il y a vraiment cette espèce d'ironie, de sarcasme toujours, et en même temps avec une plume hyper fluide, avec des moments toujours un peu poétiques. En tout cas, il y a une belle plume à certains moments, et à d'autres, on sent qu'il veut rendre son texte plus abrupt, et avec moi, ça fonctionne très bien. On est sur des personnages, encore une fois, et comme toujours avec cet auteur, qui sont des personnages très lambda, très classiques, qui n'ont rien. C'est pas des gens qui sont très beaux, c'est pas des gens qui ont des qualités incroyables, on n'a pas la princesse, et voilà. Pas du tout, c'est des gens très normaux, des pauvres d'ailleurs, et en tout cas pour le début, plutôt des pauvres. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai très hâte de voir où on va aller avec ça. Je sais qu'a priori on va être dans une espèce d'histoire de guerre des gangs entre deux familles. Une plutôt pauvre, l'autre plutôt riche. Mais à voir, je vous en reparlerai. Et très rapidement, mais c'est anecdotique, j'ai attaqué ceci. Donc c'est ça. Donc Study in Drawing d'Ava Reid, je ne sais pas trop. D'Ava Reid qui va être traduit en juin, je crois. Je ne sais plus chez qui, mais ça va sortir en juin. Moi, j'ai la version Illumicrate, voilà, que j'ai attaqué, mais alors vraiment, j'ai presque rien lu. Je vais m'y remettre, mais j'étais trop dans Pierre d'Angle et j'arrivais pas à décrocher. En tout cas, on est sur un début assez intéressant puisqu'on suit une jeune fille qui est dans une école d'architecte et qui, a priori, est la seule fille de cette école. Elle voulait faire des études de littérature, mais les femmes ne sont pas acceptées en littérature. Et donc, on la voit commencer à travailler sur un projet. J'ai lu vraiment très peu, je n'en sais pas plus.
Mais a priori, on a peut-être un petit côté Dark Academia à voir, à confirmer. En tout cas, c'était un début qui était plutôt sympathique et prometteur. Mais c'est vrai que comme à chaque fois que je replonge dans l'anglais, il faut que je rame un peu au début pour me remettre dedans et après ça va. Donc, je continue et on en reparlera peut-être demain. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je vais vous laisser, je vais aller avancer ma lecture de Pierre d'Angle et ensuite, je voulais prendre quelque chose mais je ne sais plus quoi. Je sais plus, mais je vais voir. Peut-être que je vais me lire Pantasilé de Flora Boucry. Bref, on en reparlera demain. Donc je vous laisse pour ce plan. On se dit à plus tard. Coucou, on est samedi soir. Il est assez tard et je reviens pour clôturer ce vlog. Je voulais le faire demain, mais demain j'aurai pas le courage. C'est dimanche. Dimanche, je ne filme pas normalement. Normalement, je ne fais pas non plus de montage, mais vu que là, je suis à la bourre, je ferai du montage. Soit. J'ai attaqué et terminé un livre, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, parce que je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, je suis désolée. Il y a des semaines comme ça. Bref, j'ai attaqué et terminé le tome 1 du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé, que j'ai lu en lecture commune sur le Discord des lectures communes Partner in Books. Et donc, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien, j'ai adoré. On a toutes les trois adoré, puisqu'on était trois à le lire, et c'était trop cool. On va en fait pendant une grosse première partie, je dirais peut-être la moitié, apprendre à les connaître, apprendre à les découvrir. Il y a vraiment une bonne première moitié qui est vraiment tournée autour des relations, des personnalités, de certains enjeux qui se dessinent mais très doucement et on esquisse un peu des choses. Et sur la deuxième moitié, je pense que c'est à peu près la moitié, je suis plus très sûre, on va revenir à Pierre d'Angle et beaucoup de choses vont se passer, mais je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Voilà, c'était un bouquin qui était vraiment excellent. C'était excellent. C'est excellent en termes d'ambiance. C'est hyper réussi. Il y a vraiment un côté très léger, très humoristique, avec ces marins un peu bourrus, avec chacun un petit peu leur particularité, avec, voilà, ils ont tous un peu des personnalités différentes, ils ont tous une façon d'être, notamment Emma, qui est une femme qui essaie d'être assimilée par les autres marins comme un homme pour ne pas se faire embêter concrètement, bien qu'elle soit quand même protégée par Thibaut. Mais vraiment, l'ambiance est hyper réussie parce qu'il y a un gros décalage entre des enjeux qu'on sent assez sombres, assez profonds, avec pas mal de thématiques assez engagées aussi, autour de l'esclavagisme par exemple, et ce côté un peu léger des interactions à certains moments, et à d'autres, des interactions qui sont hyper négatives aussi, et qui créent vraiment quelque chose de très particulier et de très plaisant. En fait, c'est hyper page-turner, c'est hyper agréable à lire, c'est fluide, c'est super bien écrit, c'est vraiment très bien écrit. Je trouve que l'autrice arrive à créer des personnages tangibles, à créer des personnages qui peut-être au début sont un petit peu caricaturaux et qui s'affinent. En fait, il y a vraiment cette sensation de... On a un espèce d'a priori sur certains personnages, genre sur le prince qui n'aime pas le mensonge, n'aime pas le vol, qui semble un peu prince charmant. Et en fait, on apprend à le connaître. On a pareil avec certains des marins aussi. Il n'y a que Emma, je trouve, qui est quand même, dès le début, assez subtile en termes de personnalité. Et je trouve ça très bien fait et ça donne une ambiance très particulière. Et en fait, on arrive à cette deuxième moitié où il y a vraiment des choses compliquées qui commencent à arriver, qui commencent à se dessiner, des enjeux politiques notamment, aussi autour d'une malédiction qui est évoquée dès le début mais qu'on apprend à découvrir plutôt dans la deuxième moitié, voire même vers le dernier tiers, je dirais. Et c'est vraiment très bien structuré, très bien pensé, très bien réussi. J'ai adoré. C'est hyper difficile de lâcher ce bouquin. C'est ce genre de bouquin quand vous devez le poser, parce que vous êtes obligé de le poser. Vous y pensez et vous avez envie d'y retourner. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé très réussi. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice abordait certaines thématiques, parce qu'elle aborde par exemple le racisme, puisque Emma est une jeune femme noire. Elle aborde le racisme avec l'a priori des gens, et la manière dont c'est démonté par certains personnages qui pointent ce racisme du doigt et qui permettent aux personnages qui disent des choses racistes de réaliser l'aberration de leurs propos, par exemple. Elle fait ça, je trouve, de manière assez intéressante, assez subtile, parce que les personnages et les mentalités ne sont pas parfaites, mais il y a toujours cette espèce de contre-pied, de contrepoint, qui permet de démonter ça et de bien montrer que ça n'est pas l'autrice qui pense ça, mais plutôt
la société, etc., qui a des a priori sur certaines personnes, que ce soit Emma parce qu'elle est noire, que ça soit, je sais plus comment il s'appelle, Félix qui est un des marins qui aime les bracelets, les bijoux, les rubans et tout, et pareil, qui est un peu moqué et en fait qui sait très bien se défendre. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Emma qui est vraiment incroyable parce que elle n'est pas parfaite, elle n'est pas super forte, mais elle est très résiliente et elle est assez mesurée, assez juste. Elle a de réelles qualités en termes de logique, un certain pragmatisme dû à son passé aussi, je pense, dû à sa vie et à ses caractéristiques personnelles. Mais du coup, ça fait de ce personnage un personnage qui est très équilibré, qui est assez réaliste, assez vrai, et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien aussi dans ses interactions avec les autres, notamment avec Thibaut, qui ben voilà, et cette espèce de justicier, mais en même temps il cache des choses, donc bon bref, c'était génial. C'est clairement un tome qui introduit tout un dilemme, tout un tas d'enjeux qui vont certainement se développer dans la suite, qui introduit des relations, des personnages, qui place des situations, qui place un petit peu les personnages par rapport à la situation générale. Et c'est très bien fait en fait, parce que ça a ce côté introductif par bien des aspects, mais bien fait, bien introduit. Et en même temps, il se passe des choses aussi. Et vraiment, j'ai adoré. Je ne saurais pas quoi vous en dire de plus parce que c'est compliqué d'en parler sans trop en dire. Je pense qu'il faut... Enfin, c'est comme tous les livres en fait, hein, la plupart des livres en tout cas, c'est bien d'y aller tel quel et de découvrir tel quel. Mais l'autrice, clairement, place pas mal de situations, d'arcs narratifs qui vont, je pense, se développer au fur et à mesure des tomes. Certains sont un petit peu oubliés dans cette deuxième moitié, mais on sent bien qu'ils sont là et qu'ils vont ressortir à un moment ou à un autre et que les choses vont se nouer et se lier de manière intelligente. Donc vraiment, c'était génial. J'ai adoré. D'ailleurs, on a tellement adoré tous les trois qu'on va reprendre le tome 2, enfin on va continuer lundi. Donc très très bientôt quoi. Parce que vraiment ça s'est lu tout seul. Moi je l'ai lu sur jeudi soir, vendredi, samedi et je l'ai fini ce midi. Donc vraiment très peu de temps. Et les filles à peu près pareil. Je pense qu'elles ont commencé un tout petit peu avant moi, mais elles avaient lu juste quelques chapitres de plus. Donc on en est à peu près au même point. On l'a lu super vite toutes les trois. On s'est suivis de très près. Il y a vraiment, ça fait partie de ce genre de lecture commune un peu parfaite où on aime toutes. On est toutes hyper convaincus et on le lit à peu près au même rythme et c'est trop cool. Ça a très bien fait, j'ai très hâte de savoir la suite. On m'a dit que la suite était incroyable. Donc j'ai trop hâte de continuer. Donc ça, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Folio Fantasy. Je ne sais pas par contre quand sera publié le tome 4 puisqu'il y a 4 tomes de cette saga qui existent en grand format, donc dans la collection épique du Rouergue. Et chez Folio, pour le moment, 3 tomes sont sortis, donc je ne sais pas quand le 4e va sortir. Il y a aussi un 5e tome qui est un espèce de tome compagnon. Je pense, je ne sais pas si ça se passe avant ou pas, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Et si ça continue sur la même lancée, ça va vraiment être incroyable. Donc je suis extrêmement impatient. Du coup, ces derniers jours de lecture se sont beaucoup concentrés sur ça. Je crois que je vous ai dit très rapidement qu'on avait attaqué les Aiguilles d'Or avec Pénélope, mais vu qu'elle est à Westurland, on n'a pas trop avancé depuis... Quand est-ce qu'on l'a attaqué? Jeudi peut-être. Donc on n'a pas avancé depuis, donc je vous en reparlerai. Moi j'ai attaqué une lecture pour le défi lecture dont je ne vais évidemment pas vous parler ici, mais on en reparlera et c'est une lecture qui est vraiment très très bonne. Et je voulais avancer plein ciel, mais j'ai pas réussi parce que ça faisait peut-être trop d'univers, de fantaisie en même temps, et que j'étais vraiment trop dans pierre d'angle, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine de lecture qui aura été plus tranquille, parce que, comme vous le savez, le début de mois est toujours un peu plus tranquille. Après, en général, une fin de mois où j'ai un rythme un peu effréné pour clôturer des choses, terminer des choses, je me pose en début de mois et j'y vais plus... voilà, plus tranquille, et c'est un petit peu le cas, et c'est pas plus mal. Et en même temps, je vous dis ça, mais j'ai quand même dégommé un volume entier, ça fait quand même 500 pages, hein, c'est pas si petit que ça le semble, presque 500 pages. Et puis j'ai aussi terminé une saga, donc c'est plutôt cool. J'ai attaqué plein de livres que j'ai pas tellement avancé, mais ça c'est la vie, c'est pas grave. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais vous laisser, je suis désolée si j'ai les yeux à demi fermés, mais les spots le soir ça pique les yeux. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres dont j'ai parlé ou s'ils vous font envie.
Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.